La vraie question qu'il faut se poser quand c'est comme ça, c'est qui parle, au nom de qui, sur quelle chaîne, et en gros, en fonction de ça, bien vous avez un peu une idée de ce qui va être dit. Et l'idée, c'est de montrer que l'ennemi est abominable, c'est ce qu'on appelle le fameux reductio ad Hitlerum, qui fait de Vladimir Poutine le successeur d'Adolf Hitler. Il y a eu la même chose avec Saddam Hussein, il y a eu la même chose avec Kadhafi, il y a eu la même chose avec Bachar el-Assad, qui, pour prendre ces 4 leaders, sont des leaders avec lesquels pendant des dizaines d'années, des décennies, nous nous sommes parfaitement accommodés. Mais les circonstances étant différentes et nos intérêts n'étant plus les mêmes, eh bien ces gens-là deviennent le diable. Je crois qu'on est dans une espèce de fuite en avant, dont quelque part, l'envoi des troupes ou la possibilité d'envoi des troupes est une des illustrations. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire parce que on arrive à échéance, que les Américains on dit je vous êtes gentil mais vous allez prendre la suite, vous êtes nos alliés, donc vous allez prendre la suite, et que on ne sait pas comment faire, et que là il y a quand même quelque chose d'un peu inquiétant qui est en train de se dérouler. On a vendu cette victoire ukrainienne bec et ongle et qu'elle finirait par arriver. On commence, parmi les gens les plus raisonnables et les plus réalistes, à comprendre que nous, on l'a compris depuis un petit moment, mais que cette victoire ukrainienne ne se matérialiserait pas, en tout cas pas dans la récupération des frontières de 1991, et qu'il fallait négocier, et que continuer 6 mois, 1 an cette guerre, ça veut dire 6 mois, 50 000 morts, 100 000 morts, c'est user ce pays, l'Ukraine, qui n'a plus que 30 millions d'habitants, alors qu'il en avait 44 millions au début de la guerre. Là, on est dans une haute intensité. On est dans un conflit type Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, avec un front défini, avec un adversaire au moins aussi bien équipé que nous, un adversaire qui, si on intervient, lui, il a 2 ans d'expérience, et notamment 2 ans d'usage des drones. Je suis pas sûr que l'armée française aujourd'hui soit au niveau. Donc cette haute technologie de la guerre, on ne l'a pas. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Au moment où Emmanuel Macron a prononcé la première fois ses propos, immédiatement, Olaf Scholz, chancelier allemand, s'est empressé de dire il n'en est pas question, il est hors de question d'envoyer des troupes au sol. Emmanuel Macron donc a été, on va dire, désavoué par son principal allié en Europe, enfin le fameux couple franco-allemand, mais aussi par Giorgia Meloni, mais aussi par d'autres acteurs européens. Et coup de grâce, je vais dire, également par John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, qui dit nous, hors de question d'envoyer des troupes au sol. Donc finalement, il s'est retrouvé très seul. L'Occident aujourd'hui n'a plus la majorité n'a plus l'adhésion de la majorité du monde, voire qu'elle fait l'objet de l'hostilité d'une bonne partie de la planète. Vous évoquiez tout à l'heure la déconvenue en Afrique, mais cette déconvenue en Afrique est aussi une conséquence de ce recul de l'esprit occidental, on va dire, et de l'adhésion que certains pays pouvaient lui porter. Donc la France, les États-Unis aujourd'hui et l'Europe ne sont pas les pays qui ont le vent en poupe. Et ça, Poutine l'a compris peut-être avant tout le monde, et il a su jouer de ça. L'approche réaliste sur un conflit comme l'Ukraine est de toute façon suspectée, et de toute façon vous place dans une case, vous exclut, vous interdit de plateau. Envoyer des troupes, pourquoi, où on dit des légionnaires viendraient défendre Odessa. Oui, des légionnaires certes, mais pour les mettre où? Pour tenir des tranchées à l'est d'Odessa face aux Russes? Moi, j'ai énormément de doutes sur d'abord l'utilité des Français. Leur nombre ne sera certainement pas suffisant, et les missions qu'on va leur donner, c'est des missions comme les poilus de 14. C'est-à-dire des missions, vous tenez la tranchée. Vous tenez la quelque part, c'est de la masse humaine dont a besoin l'Ukraine. Elle n'a pas besoin de force spéciale. Trump n'a pas fait mystère d'être capable d'arrêter la guerre en 24 heures. Ça, c'est du Trump tout craché. En tout cas, c'est certain que Trump ne continuera pas à aider l'Ukraine.
qu'il y aura, je dirais, je suis pas sûr non plus qu'il y ait une capitulation des États-Unis par rapport au statu quo qu'ont réussi à établir les Russes sur le front et à leur capacité aujourd'hui et à leur puissance. Trump voudra jouer aussi une partie, je dirais, de confrontation et de force avec Poutine. Il va pas non plus, mais il va utiliser les arguments qu'il a utilisés jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il lui n'a jamais déclenché de guerre pendant son mandat. Donc tout ça, ça va être utilisé pendant l'élection. Là, on est dans une situation où je pense que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a péché par excès d'optimisme sur l'Ukraine et que on a fait je vais pas dire une grosse connerie, mais on s'est aventuré dans un piège, piège tendu par les Russes. Alors au début, on disait que Poutine était tombé dans le piège tendu par l'OTAN. En réalité, aujourd'hui, je suis pas du tout sûr que ce piège soit que Poutine soit tombé dans ce piège. Et au contraire, sa stature internationale a augmenté. Il a joué les BRICS à fond, le Sud global, et la plupart des pays du monde l'ont soutenu. Ça, il faut le dire aussi. On dit, oui, le monde entier a condamné Poutine, mais c'est faux.